Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective sous l'angle du transgénérationnel et de l'astrologie pour simplement donner une autre piste à ce comportement. Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie, comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tabou. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la dépendance affective. Voilà, j'avais envie d'en parler. Je trouve que c'est bien d'avoir d'autres pistes sur ce comportement. Mais avant de parler des causes transgénérationnelles, ou des possibles causes astrologiques, on va dire ça comme ça, je vais un peu redéfinir ce que c'est la dépendance affective parce que je trouve qu'on en parle assez facilement. Oui, lui, il est dépendant affectif, etc. Donc, j'ai pas inventé, je vais simplement lire une définition que j'ai trouvée sur un site de psychiatrie, même si la dépendance affective n'est pas une maladie psychiatrique, genre on va pas t'enfermer parce que tu es dépendant affectif, ok, calmons-nous, mais en tout cas les médecins et psychologues sont plus à même de définir de façon précise des comportements liés à des facteurs quand même psychologique. Donc, dans la dépendance affective, la personne ignore certains de ses propres besoins pour obtenir de la réassurance à court terme auprès d'une personne tierce. Et cette réassurance affective peut mettre en péril la relation sur le moyen ou le court terme, forcément, parce que la relation n'est pas basée sur quelque chose de sain. Alors, les signes de la dépendance affective dans la relation sur ce site-là, donc les signes qui montrent qu'il y a une dépendance affective dans la relation, eh bien, une tendance à solliciter en permanence la vie de l'autre, difficulté à se séparer, difficulté à prendre une décision seule, recherche d'approbation en permanence, demande permanente à l'autre de réassurance affective, tolérance à des choses intolérables de la part de la personne dont on est dépendant. Donc on accepte d'être brimé, humilié, voire maltraité physiquement. Relations de type fusionnel, exigence de proximité, refus que l'autre s'éloigne, suspicion, tendance à hyper solliciter le partenaire, difficulté à percevoir les signes rassurants envoyés par l'autre, refus de tenir compte du nom de l'interlocuteur. La personne qui est dépendante affective, elle a du mal à accepter l'indisponibilité de l'autre. Il y a un chantage affectif, la personne dépendante affective le subit, mais aussi le provoque. Il y a une tendance à négliger les autres relations, une faible affirmation de soi, un refus d'imaginer une vie sans le partenaire actuel et des préoccupations exagérées au sujet de la relation. Les signes psychiques aussi de la dépendance affective, ça va être une crainte du célibat, de la solitude, une quête affective, une incapacité à se rassurer par soi-même, un doute permanent sur l'affection de l'autre,
Donc ce doute, il peut être constitué d'idées obsédantes, une faible estime de soi, une incapacité à faire des choix, une tendance à prioriser les émotions à court terme au détriment des conséquences à long terme, une préoccupation exagérée pour la relation, une tendance à la décortiquer et lui consacrer trop d'attention, une impulsivité et un perfectionnisme de peur de déplaire. Voilà, donc ça c'est la définition de la dépendance affective. Et donc forcément, quand on parle de dépendance affective, les premières causes auxquelles on fait référence, auquel on pense en tout cas, c'est le fait de ne pas avoir eu une enfance qui a nourri l'affect, qui a rassuré, une enfance qui n'était pas sécurisante sur le plan affectif, et ce pour plusieurs raisons. Donc un désintérêt pour les besoins de l'enfant, notamment lors d'une éducation type good girl. Donc j'ai fait un épisode de podcast si jamais tu ne l'as pas entendu et que cela t'intéresse. Mais rapidement, l'archétype de la good girl, elle a été élevée par des parents qui faisaient passer l'apparence avant les besoins de l'enfant. Il y a aussi la perte d'un être cher, soit littéralement, donc une mort, une disparition, soit symboliquement, une séparation, une distance physique ou une distance psychologique. Et justement, ces causes, elles peuvent se rejouer de génération en génération. Un ancêtre qui devient orphelin très jeune, et encore plus lorsqu'il perd sa mère très jeune, il aura comme un vide affectif s'il n'est pas compensé. Compensé, si je puis dire, parce que évidemment, personne ne remplace réellement un parent, mais on peut l'aider. Disons que si ce trauma n'est pas pris en compte, et encore plus à une époque où les émotions étaient à bannir, cette personne, cet ancêtre, va chercher une compensation plus tard dans ses relations avec le filtre de la dépendance affective. Et comme d'habitude, ça se joue jusqu'à ce qu'il y ait guérison. Donc les descendants peuvent même choisir des partenaires qui rappellent cette personne qui a laissé un vide affectif. Donc les descendants, donc c'est-à-dire ton arrière-grand-père a perdu sa mère très jeune, et bien ensuite en compensation, plus tard il va avoir peut-être des comportements de dépendance affective envers ses partenaires, et ça va se rejouer soit par imitation, soit parce que il n'a jamais pu faire ce deuil de la perte de la mère, il n'a jamais pu exprimer ses ressentis, etc., etc. Et donc ça va se rejouer sur les descendants. Et les descendants vont rejouer ça en choisissant des personnes, la personne qui a laissé un vide affectif, donc autrement dit la mère de ton grand-père. Soit par le choix d'un partenaire, qui peut avoir le même prénom, voilà, Géraldine, Francesca, je sais pas, la même date de naissance, la même origine, ou alors ça se rejoue. On peut regarder au niveau des dates. Je sais pas, toi par exemple, la date d'union avec ton partenaire actuel correspond finalement à la date de la disparition de cette mère de ton arrière-grand-père, donc ton arrière-arrière-grand-mère. La disparition donc symbolique ou réelle de l'ancêtre. Il y a une répétition de schémas de dévalorisation. Donc, il faut en tout cas aller regarder dans l'arbre si rechercher en fait des dates communes avec ses ancêtres à plus ou moins 7 jours. Rechercher aussi un drame du type décès d'un enfant jeune, décès d'un parent avec un enfant en bas âge. Au niveau astrologique,
plusieurs placements peuvent amener à un comportement de dépendance affective. Alors, attention, on prend ça avec du recul, car malgré les placements que je vais évoquer, l'être humain, il a son libre arbitre. J'essaie d'apporter des raisons à ce comportement de dépendance affective qui ne soit pas uniquement dû à une enfance, entre guillemets, difficile avec ses parents. Mon but, c'est juste d'apporter un autre éclairage, un autre regard, mais c'est pas de dire si tu as telle planète, tel placement, tel signe, tu es forcément comme ça. On va pas aller se créer un comportement de dépendance affective parce que j'ai dit que les personnes qui ont ces planètes-là dans telle maison ou dans tel signe ont un comportement de dépendance affective, d'accord? Si ça ne te correspond pas, tant mieux pour toi, ok? Tout comme un arrière-grand-père qui est devenu orphelin, ça ne veut pas dire que pour les générations suivantes, eh bien, on va tous être dans des relations avec une dépendance affective. Non. Des causes, ça ne veut pas dire que une même cause n'engendre pas les mêmes conséquences. Donc, en astrologie, un même placement n'engendre pas un même comportement parce qu'on a son libre arbitre, parce qu'il y a aussi quand même le fait que tu aies grandi dans telle famille, dans tel contexte, dans tel pays, et que du coup tu vas pas forcément réagir de la même façon qu'une personne qui aura les mêmes placements que toi, les mêmes dominances, les mêmes dominantes au niveau des signes astrologiques. Donc, prends ce qui te parle le plus, remets en contexte avec ta vie présente, ton évolution aussi, parce que peut-être que tu as été dans un schéma de dépendance affective il y a longtemps, ou que tu connais quelqu'un qui l'était il y a longtemps, mais qui ne l'est plus, d'accord? On évolue, on n'est pas enfermé dans notre clan familial, dans notre thème astrologique, je donne uniquement des pistes. Ok. Alors, au niveau astrologique, eh bien, s'il y a une dominance de certains signes dans le thème astral, ça peut montrer, ça peut tendre, ça peut plus facilement, disons que la personne, donc voilà, ce que je vais évoquer en astrologie, ça va juste dire que il est plus facile pour ces personnes qui ont ces placements de tendre vers une dépendance affective. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vont forcément tendre vers une dépendance affective. Je crois que tu as compris ma mise en garde. Donc, prédominance du signe de la balance. En gros, sans l'autre, je ne suis que la moitié de moi-même. Du signe des poissons, puisque le signe du poisson, c'est c'est un signe vraiment de fusion. Et donc forcément, on ne peut pas fusionner tout seul. Prédominance aussi du signe du cancer, qui attache une grande importance à avoir un foyer, quelque chose de construire quelque chose, de construire un foyer, et donc avoir peut-être ce sentiment de s'il n'y a pas ça, plus rien n'a d'importance. Si j'ai pas un partenaire à aimer, plus rien n'a d'importance. Une prédominance aussi du signe du taureau, qui va être un peu possessif. Voilà, je dépends de toi car tu es à moi comme tout ce que je possède et il n'est pas question que tu te dérobes à moi. Ma jalousie me rendrait fou. Ensuite, il y a certains aspects qui peuvent évoquer une dépendance affective. Donc, les aspects... En gros, les planètes entre elles interagissent, les planètes interagissent entre elles, et donc ces interactions peuvent être neutres,
facilitatrice ou challengeante. Et donc les interactions un peu challengeantes, on appelle ça des dissonances. Si tu sais pas de quoi je parle, viens me voir, on va en discuter. Mais en gros, une dissonance Vénus-Saturne, ça peut montrer un pessimisme amoureux, l'impression que la relation va forcément se terminer. Et donc ça peut aussi remonter, encore une fois, à l'enfance avec un manque d'estime de soi. Et du coup, une dépendance aux attentions, aux mots doux, aux preuves d'amour pour se prouver sans cesse qu'on se trompe sur l'issue envisagée de la relation. On pense que la relation va se terminer, mais on aimerait bien se tromper, donc on va demander, sursolliciter le partenaire pour qu'il nous réassure de son affection. Une dissonance aussi Vénus-Pluton, où là il y a une dépendance un peu à l'intensité, à la passion, et du coup la personne aura du mal à laisser de l'espace, un jardin secret à l'autre, et voilà, voudrait vraiment être en fusion finalement, être de façon intense tout le temps dans la relation. Il y a aussi des placements qui peuvent évoquer une dépendance affective. Donc par exemple, la Lune ou Vénus en maison 7 donne un facteur de dépendance affective. On situe sa valeur par rapport à celle que l'on donne à la personne qui nous accompagne. Je redisais ça dans ma tête pour voir si ça avait du sens. C'est parfait, ça a du sens. Le nœud sud en maison 7 donne un sentiment que on ne peut exister autrement qu'en couple. Que notre existence, elle n'est que en couple, avec quelqu'un d'autre, parce que sur le plan karmique ou dans le conditionnement familial, notre éducation, l'enfance, on s'est habitué au fait que nos opinions, nos besoins n'avaient pas autant de valeur que ceux d'un autre. On a pris l'habitude d'attendre la validation avant de prendre une décision ou de toujours devoir faire des compromis. Donc, on est finalement très attaché à l'autre, et donc ça, c'est avec un nœud sud en maison 7. À noter aussi que quand la maison 7 est importante, donc il y a beaucoup de planètes dans la maison 7, ça peut aussi donner un indice de potentielle dépendance affective. Voilà, j'en ai fini pour le regard astrologique et transgénérationnel de la dépendance affective. C'était un épisode court pour que tu changes un peu ton regard et que tu prennes conscience peut-être d'où vient ta dépendance affective. Peut-être que tu ne te reconnaissais pas quand on parlait justement des causes psychologiques de cette dépendance. Voilà, donc va regarder ton arbre généalogique, va regarder ta carte du ciel, ou alors prends rendez-vous avec moi et on va regarder tout ça ensemble, parce que je fais aussi des consultations astrologiques spéciales amour, où on regarde tes comportements amoureux, donc la dépendance affective, mais aussi la peur de l'engagement, la peur de l'abandon, etc., etc. Ton partenaire idéal, celui qui pourrait être avec toi de façon durable, qu'est-ce que tu recherches, etc. Bref, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à venir commenter, me donner ton avis et partager autour de toi. Je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt.